Alors, il y a un aspect qui est important dans et puis ça sera un prétexte justement à des lectures plutôt de la poésie chinoise. La première chose à dire, c'est que quand on regarde la civilisation chinoise, il n'y a pas vraiment de mythe de création en Chine. Il y a un mythe de création, mais il n'est pas central. Ce qui est central, c'est cette notion de chi, c'est-à-dire le souffle, l'énergie, et il n'y a pas de dichotomie entre l'âme et le corps. Le principe de la création, il est lié au souffle et à cette idée de matière-énergie. D'où naissent ensuite le yin et le yang, ciel, terre, le principe mâle et les principes femelles, l'activité et l'inactivité, l'ombre et la lumière, qui font un peu les cycles du vivant. Et donc cette idée-là, elle est tellement présente en Chine que tout est fait de transformation, ce sont ces contradictions qui animent tout, que par exemple, il n'y a pas de division entre l'âme et le corps, que par exemple dans les grands romans chinois, on a Sun Wukong, et il y a l'image par exemple de Sun Wukong, le héros du rêve, le héros de pèlerinage à l'ouest, il est issu il est lié aux rochers, aux arbres, etc. Donc, par exemple, un autre Sun Wukong, c'est un singe, il mime les singes, et un autre personnage de roman, c'est Jia Baoyu, le célèbre héros du rêve dans sa vie rouge, qui est né avec un jade. C'est pour ça, un jade dans la bouche, donc il est né d'un jade. Donc il y a cette idée qu'il y a une continuité qui existe entre les humains et la nature, et il n'y a pas de distinction entre les sujets et les objets. Il n'y a pas du tout si vous voulez, de vision subjective et objective de division dans le monde, et il y a une seule, donc l'aventure au niveau artistique, au niveau de la création, c'est plutôt, l'aventure c'est plutôt celle d'une fusion du moi dans une réalité qui est plus vaste, et qui est le produit, le processus de ce qu'on appelle la grande transformation. Alors ça, on le retrouve bien sûr dans la poésie, qui est cette manifestation de cette grande transformation de la nature. Alors, la poésie chinoise aussi, la poésie classique, il faut bien préciser que, avant d'en venir à des différentes, je vous fasse une lecture, c'est que l'écriture chinoise classique, elle est extrêmement souple. C'est-à-dire qu'un nom, peut-être un verbe, elle a une grande souplesse. Un adjectif, un substantif, il n'y a pas d'article, et il n'y a pas de sujet. Il y a un effacement total de l'ego, on se met donc en face du paysage, un petit peu, et c'est à travers ça qu'on arrive, à travers cette espèce de métamorphose à travers le paysage, que le poète se transporte. Chaque poème, c'est la rencontre entre une scène et puis une réponse émotionnelle. Alors que la scène peut être un paysage, peut-être quelque chose qui vient de l'expérience, une rencontre, etc. Donc, en plus de ça, il y a le fait que les caractères chinois, ce qui est très particulier, contrairement à l'alphabet qui crée une forme d'effondrement sur le plan symbolique, parce que c'est quelque chose de très abstrait, l'alphabet, vous transcrivez. Là, les caractères gardent quelque chose, une trace archaïque. C'est-à-dire qu'ils ont été conçus vers le XVe siècle, XIIIe siècle avant Jésus-Christ, à des fins oraculaires, pour prédire l'avenir sur des écailles de tortue,
Et ils ont gardé cet pouvoir d'évocation, ce côté un petit peu sacré, cette espèce d'efficacité, si vous voulez. Et à la fois, les caractères peuvent être, bien sûr, un poème tel qu'il est tracé, avec une économie de mots et une densité extraordinaire, du fait que l'absence de toutes ces conjonctions, de tous ces articles, de tout ça, hein, et il n'y a pas de temps en philosophe chinoise, donc ce qui contribue énormément à cette condensation, eh bien dans cette économie des mots, on peut dire qu'elle est aussi représentable de façon calligraphique. Chaque personne qui écrit, soit au pinceau, soit peut réinterpréter le poème. Hein. D'ailleurs, les grands peintres, les grands calligraphes chinois ne s'en privent pas parce qu'ils réinterprètent très souvent les poèmes anciens. Hein. Les peintres les plus récents font des calligraphies sur ces poèmes-là. Donc il y a toujours une réinterprétation d'une figuration graphique qui peut énormément varier selon les individus. Alors, une fois posé un petit peu ce décor, il faut aussi préciser que dans le registre symbolique, toute une série pour un lecteur chinois ordinaire, il y a toute une série de représentations de la nature qui évoquent tout de suite des symboles. C'est-à-dire, quand on voit la pleine lune, bon, ça évoque aussitôt les absents. Quand on parle d'un saule, bon, ça va évoquer la séparation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une coutume dans le Grand Empire où souvent les fonctionnaires qui étaient les seuls à avoir accès à cette écriture, qui demandait un apprentissage très long, se séparaient parce qu'ils devaient se bouger tous les 3 ans et ils prenaient une branche de saule et vous savez, quand vous plantez une branche de saule, elle repousse très vite. Et il la faisait repousser à l'endroit où ils étaient partis. Hein. Donc c'était une façon alors, il y a des tas d'autres images qui ont trait à la nature. Quand on parle des oiseaux, par exemple, comme vient de le faire Yves, ça évoque très souvent la fidélité conjugale, l'amour, l'entente d'un couple. Donc on va le voir à travers cette petite évocation. Hein, je vais passer maintenant à cette lecture de différents poèmes. Alors, le premier poème dont je vais parler, alors c'est surtout à partir des temps qu'on voit une émergence des poètes. La dynastie des Tang, c'est 618-907, bien qu'il y ait une très longue histoire de poésie qui date entre le Xe et le Ve siècle, le cœur de la poésie s'est fait dans le classique des poèmes, ou le livre des hommes, hein, et qui a servi de manuel d'écriture. Donc tous les gens qui apprenaient à lire, ça connaissaient par cœur ce livre des poèmes. Donc c'était leur manuel pour apprendre les caractères. Donc ils avaient ça dans la tête, déjà, comme toutes ces représentations, tous ces symboles, ça faisait partie d'un espèce de substrat. Comme nous, on peut avoir des symboles judéo-chrétiens, faciles à repérer. Alors, à partir de 650 environ, il y a une impératrice et un empereur Gaozong qui ont décidé de recruter les fonctionnaires par examen. Et dans ce recrutement par examen, l'épreuve de poésie était l'épreuve la plus élevée, de composition poétique. Alors pourquoi est-ce qu'on avait choisi cette composition poétique comme l'épreuve la plus élevée? Parce que quand on maîtrise la composition en caractère classique en Chine, on peut aussi opérer une forme de communication impériale. La communication impériale, c'était l'empereur qui régnait sur un territoire aussi vaste que l'Europe. Hein. C'est comme si Charlemagne ou les empereurs de l'Empire romain s'étaient continués. La Chine actuelle, c'est ça. Hein. Donc, pour régner sur un empire aussi vaste, avec les caractères, avec des langues très différentes, il fallait qu'il y ait une communication très forte. Et c'est la langue classique qui fournit cette communication. Alors cette communication dans la langue classique, très souvent, la prose et les vers se ressemblent. Pourquoi? Parce que dans la langue classique, on utilise des formes parallèles d'écriture, des balancements
hein, et l'utilisation des parallélismes. Bon, je vous dis par exemple, un seul exemple, le fameux livre de la voix et de sa vertu, d'origine. Hein. Je vous donne le début. Chez moi, c'est que dans Fei Chang Dao, Ning Ke Ning, Fei Chang Ning. Ça veut dire la voix qui peut s'énoncer n'est pas la voix permanente. Celui qui peut la nommer, le nom qui peut la nommer n'est pas le nom permanent. Hein. Et vous voyez, il y a toujours, on sent une musique. Le Tao Te Ching, c'est écrit comme un long poème. C'est un poème. C'est à la fois un livre de sagesse, le livre de l'éveil de sa vertu, et puis un poème. Et donc, il y a ces interactions entre cette pensée très très imagée, hein, et puis la poésie comme utilisation et manifestation de cette grande transformation à l'œuvre dans l'univers. Parce que c'est vraiment l'essence même, donc, on peut dire, de la pensée chinoise. On peut parler d'une pensée poétique parce qu'elle est très très imagée. Et puis, en même temps, une pensée donc, qui va être en symbiose complètement avec la nature. Hein, parce qu'elle va voir dans les manifestations de la nature, l'homme n'est pas étranger à la nature. Ce n'est pas du tout une conception anthropocentrique de l'univers. L'homme est complètement fait partie intégrale de la nature. Et il est dans une communication tout le temps. Il peut être donc avec les rochers, la lumière, etc. Alors on va illustrer ça, par exemple, avec plusieurs exemples. Donc j'ai dit que le maniement de la langue classique et de la poésie était une façon de sélectionner finalement, sous les tongs, les hauts fonctionnaires. Et ça a permis une production extrêmement vaste. On a 50 000 poèmes de 618 à 907. Et donc énormément. Alors, bien sûr, il y a des poètes qui se sont plus distingués que d'autres, d'ailleurs, qui n'ont pas fait des très belles carrières officielles. Généralement, c'était plutôt des gens qui ont été un petit peu à la marge de la société, on peut le voir. Et l'un que je vais citer d'abord, c'est Chen Zhao, qui a beaucoup marqué son époque, parce qu'il a rompu avec la poésie de cour qui se faisait jusqu'au 7e siècle. Et puis, il est devenu membre de la garde impériale de l'impératrice Louis XVIIe. Et à un moment donné, pendant son séjour où il défendait l'Empire contre les nomades khitans dans le nord-ouest de l'actuelle Mandchourie, il a été pris dans une espèce de spleen qui lui a fait écrire. Il est originaire du Sichuan, donc plein cœur de la Chine, qui lui a fait écrire ce poème qu'il a immortalisé, qui s'appelle Monter sur la terrasse du pays solitaire. Alors, en chinois, ça donne ça, ce poème de Chen Zhao. Deng you zhu tai de, qian bu jian wu ren, hou bu jian lai zhi, nian jian ji zhi you you, du chuang ren, er qi xia. Alors, chant du haut de la terrasse du pays solitaire. Avant nous, je ne vois pas les hommes anciens. Après nous, je ne vois pas ceux de l'avenir. Songeant aux infinis du ciel et de la terre, seul et sombre, je fonds en larmes. Alors, on voit ici déjà toute une série de choses dans la poésie chinoise, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'émotions, contrairement à l'image qu'on a des Chinois qui sont un peu au contraire. Il y a au contraire un épochement très fort. Et en même temps, on le voit dans ce poème, une espèce de... il monte sur le haut d'une terrasse et il regarde devant et derrière. Et en chinois, devant, c'est avant. Ça a les deux sens. Derrière, c'est après. Donc, quand il dit, donc ça a ce sens-là un peu très particulier. Et on voit que c'est à travers ce poème, il va simplement capter, c'est un
pression de finitude qui est intrinsèque à toute vie humaine, quelque part, mais avec une image assez extraordinaire, quoi. Avant nous, je ne vois pas les hommes anciens. Après nous, je ne vois pas ceux de l'avenir. Songeant aux infinis du ciel et de la terre. Là, on voit ça comme une espèce de caméra qui vous voyez, qui s'éloignerait de lui et qui va partout, quoi. Seul, et ça revient sur lui, seul et sombre, je fends là. Là, il y a tout un mouvement extraordinaire, hein, à la fois quelque chose qui est personnel, mais qui capte des choses qui sont un peu immortelles. Alors, un autre exemple, là je vais revenir à la Lune, par exemple, pour citer un exemple de poésie de Zhang Zuolin. Zhang Zuolin, ça a été un des premiers moments du cœur de la dynastie des Tang, vers l'apogée des Tang. Ça a été quelqu'un qui était issu du lointain Guangdong et qui était d'une obscure famille de lettrés et qui s'est hissé par le système des examens au sommet du pouvoir. Donc il a soutenu beaucoup ce qu'on appelle l'aristocratie d'encre, c'est-à-dire tous ces gens qui étaient issus des concours, et parmi eux il y avait beaucoup de poètes. Et lui-même était poète. Donc il a énormément soutenu tous les poètes de sa génération. Quand il a été brièvement au pouvoir pendant quelques années, là je vais citer un de ses poèmes qui s'appelle Rêverie au clair de lune. Là, on voit déjà cette idée, vous voyez, la pleine lune, bon, tout ça, vous n'allez pas ce que ça. Alors, je vais le lire en chinois. Bon, yue hua yuan, han shang sheng ming yue, tian ya hong zi shi, qing ren wan yao ye,灭既系既相似，灭诸缓慢，披衣绝如字，不看衣受赠，换庆能假期。Alors c'est le clair de lune se lève sur la mer. Ce moment partagé à l'autre bout du monde, quand les amants en veulent à cette longue nuit qui réveille sans fin leurs pensées l'un pour l'autre. La chandelle s'éteint, une clarté aimante envahit l'air. Je couvre mes épaules, ressentant la rosée, et n'osant vous offrir ces mains pleines de lumière, je vais me rendormir pour des rêves de beauté. Là, on voit un peu tout de suite cette image de la lune qui évoque bien sûr une absente, un absent, un amant. Un autre exemple de fusion dans le paysage qui est intéressant, et aussi c'est celui du poème comme forme de méditation. Par exemple, c'est le cas de Chang Tien. Chang Tien, c'est un poète du milieu du XVIIIe siècle qui ne s'est pas distingué particulièrement, mais qui était un poète qui a été assez apprécié parce qu'il pratiquait la méditation de Chan, qui est l'équivalent d'une zen. Donc il a hanté tous les monastères, etc. Et ce poème, qui est aussi dans lequel il se situe au cœur de la nature, c'est une forme aussi, son poème est une forme de méditation. Alors, je vais le lire en chinois et puis ensuite le Ti Poshan Se Ho Changan, inscrit au temple du mont brisé dans l'arrière-cour de la méditation. 清正如故寺，处找着令。住尽痛忧处，绽放化如水。善忘于妙性，贪你恐人心。还来
之际，但欲众卿